tout. Le foyer où se regroupaient familles et amis autour de châtaignes grillées et où les contes et les légendes se terminaient à chaque fois en chansons. Bien sûr, sans intervention, ce patrimoine serait définitivement perdu. Le mérite de Christian-Pierre Bedel, de son équipe de 3 personnes et d'un groupement de musicologie, c'est d'avoir transformé ces enquêtes en livres et en cassettes. Un livre par canton, l'Aveyron en compte 44, à raison de 3 cantons par an et des milliers de kilomètres, le travail s'avère long et minutieux. Il est possible de récupérer tout ce patrimoine, de se le réapproprier pour ensuite le faire partager, le communiquer, le restituer, et puis vivre peut-être mieux dans un pays comme le nôtre. Ça fait combien de temps que vous faites ce travail? Environ 5 ans. Et ça va durer combien de temps? Encore une bonne dizaine d'années, peut-être aussi longtemps que Dieu le permettra. Et pour l'instant, Dieu s'appelle Conseil général de l'Aveyron. Il finance toute l'opération et a assuré Christian-Pierre Bedel qu'il pourrait mener son travail jusqu'au bout. En attendant, la transmission a commencé. Certains petits écoliers de l'Aveyron apprennent déjà les chansons de leurs grands-parents. Beaucoup de gens n'aiment pas les corridas et nous le disent souvent, pourtant elles existent, elles font partie de la vie des villes du Sud. En France, à côté des grandes places tauromachiques, il y a des villes un peu moins connues mais tout aussi réputées. C'est le cas de Vic-Fezensac dans le Gers. On y aime beaucoup les taureaux très puissants et la grande corrida annuelle, c'est à la Pentecôte. Le débarquement du taureau, l'une des phases cruciales de tout le cérémonial qui entoure les corridas. Ici, à Vic-Fezensac, c'est l'instant que tout le village attend. On peut enfin s'assurer que les taureaux de la feria de Pentecôte seront fidèles à la tradition, massifs, puissants, violents, en un mot, combattants. Car Vic-Fezensac n'est pas une feria comme les autres. Ici, on privilégie le vrai taureau de combat, celui qui ne fera preuve d'aucune complaisance pour le matador. Un homme symbolise cette conception vicoise de la corrida, Jean-Jacques Bellac, le marchand de chaussures du village, celui qui écume les élevages espagnols à la recherche de taureaux bons pour la feria de Vic. On devient spécialiste et connaisseur de taureaux, d'abord en étant sur le terrain très souvent, avec l'expérience aussi, et on apprend aussi à ses dépens, c'est-à-dire il faut être très humble. Le culte du taureau n'est pas un vain mot ici, et le taureau est considéré comme un combattant et non pas comme un collaborateur, et je crois que c'est l'essentiel de la différence que nous avons avec les autres villes de taurines. Vic-Fezensac ne vit que pour et par sa feria de Pentecôte. 3 jours pour faire connaître un petit village de moins de 4000 habitants, situé en plein pays gersois, à 100 km de Toulouse. Une région rurale de tradition et d'activité toujours paysanne, région superbe où il fait bon vivre, manger et boire. Mais la finesse de son Armagnac n'y est plus la seule source de notoriété. La réputation des corridas vicoises dépasse de loin les frontières du seul pays gascon. Sans que mes chevilles n'enflent, c'est une renommée nationale et même outre-Pyrénées, puisque déjà en Espagne, nous sommes connus de toutes les grandes férias espagnoles et nous recevons pour notre feria de Pentecôte énormément d'Espagnols qui viennent voir justement nos taureaux dans nos arènes avec la réputation acquise. La feria en elle-même est un événement considérable, on pourrait dire hors norme. Nous avons une arène de 6000 places et une ville de 3700 habitants. Tout cela vous décrit le paradoxe et le pari et quasiment le défi que l'on fait chaque année. La feria, c'est aussi l'occasion pour Vic-Fezensac de sortir de son isolement culturel. D'exposition en vernissage, on décline le taureau sous toutes ses formes. La référence à la tradition tauromachique espagnole sert de fil conducteur aux visiteurs. Chacun y retrouve des souvenirs de grandes corridas. Tous y cultivent l'espoir d'une feria réussie. Une feria réussie, ça commence le matin vers 11 h. Les hommes de confiance de chaque matador se retrouvent dans le corral pour former les lots de taureaux.
On jauge une dernière fois les forces de chacun des 6 fauves qui combattront les 3 toreros dans l'après-midi. Dernier palabre, puis tirage au sort. Les matadors savent ce qui les attend. Commencent alors de longues heures d'attente jusqu'à l'habillage. Il se fait toujours de bas en haut, des collants à la veste. Une cérémonie où se mêlent concentration et mysticisme, échauffement et superstition. Dans sa petite chambre d'hôtel, Raphaël de la Vignat pense déjà au combat qui l'attend. Ici, plus qu'ailleurs, la prière est fervente, car les taureaux seront sauvages, hargneux. À Vic, le matador risque sa vie, le taureau n'est pas un faire-valoir. Rafi de la Vignat le vérifiera dans l'arène, les taureaux des quadrivilèches sont difficiles, dangereux. Rafi de la Vignat, blessé à la cuisse, reprendra le combat, mais une nouvelle fois, la corrida de Vic consacre les taureaux, seigneurs de l'arène. Et même si, comme dans toutes les autres villes taurines, la corrida est aussi un spectacle esthétique, à Vic, on privilégie le combat. À la sortie du taureau, un murmure parcourt les tribunes. Les aficionados de Vic aiment les fauves arrivés à maturité, féroces, mais aussi confiants dans leur puissance. Face au picador, on apprécie la bravoure du taureau et la pureté de sa charge devant les banderilles. Ne pas quitter le taureau des yeux pourrait servir de devise aux Vicois, car le taureau n'a qu'un quart d'heure pour dire sa vérité, au contraire du matador que l'on peut toujours revoir. Les dernières passes avant la mise à mort sont souvent les plus émouvantes, quand le taureau prouve qu'il a gardé la volonté de détruire, que le danger est toujours présent. Ici, la cruauté de la mise à mort ne choque personne. Il y a des corridas à Vic-Fezensac depuis près de 100 ans. La feria fait partie du patrimoine culturel. Et à 20 ans, on rêve de devenir torero. Je crois qu'on a envie d'être torero à partir du moment où il n'y a pas de tricherie. Et je crois que pour ça, Vic donne vraiment envie de faire torero. Après, c'est autre chose. Torer à Vic, c'est autre chose parce que là, disons que le taureau, tu le vois, et tu le vois pour de vrai. Mais disons que ça aide quand tu vois des types comme Ruiz Miguel ou Thomas Campuzano, des types qui se la jouent. Ça te fait un peu rêver de voir des vrais toreros qui se mettent devant des vrais taureaux. La corrida terminée, le spectacle se transporte dans la rue. Toute la nuit, on chante, on boit, on danse. À Vic, tout est ouvert, il n'y a pas de bodega réservé, pas de stars du showbiz dans les rues. Finalement, le seul point commun de Vic et les autres ferias, c'est encore le pastis, la bière et le vin rouge, des litres et des litres, effet garanti. Heureusement, il reste toute l'année pour récupérer. Une belle histoire maintenant à Mainsignac en Dordogne. L'unique boulanger du village a décidé de faire sa tournée à cheval, comme autrefois, et c'est en roulotte qu'il continue à vendre son pain. Dans la famille Boisseau, 3 générations de boulangers se sont succédés. Dans ces fours, on cultive l'art du bon pain de campagne depuis 1871. D'ailleurs, rien n'a vraiment changé, même recette, même geste. Et puis, comme le grand-père, 2 fois par semaine, la tournée en roulotte. Quand on prend le temps de vivre, on se repose. Il n'y a rien de pareil avec une tournée en camion. Moi, c'est mon passe-temps, quoi. Alors, vu qu'on travaille beaucoup dans notre métier, ça ajoute l'agréable au travail. Au siècle du TGV, le temps s'en mêle, l'espace d'une matinée. Les vaches s'affolent au passage d'une carriole où l'on trouve, sinon de tout, du moins l'essentiel. Bon, donne-moi des biscottes. Alors, un paquet de biscottes. Donne-moi du lait. Oui, comme lait. Et crème, une boîte. En 4 heures, Tina la jument boucle sa balade d'un autre âge et réveille à chaque halte des souvenirs évanouis. Dans le temps, il y avait le père Éloi, mais il avait un âne et une petite charrette. Oui, alors figurez-vous qu'il partait avec 2 kilos de sucre, 3 bas d'allumettes. Il y avait une morue qui pendait là, puis il y a un chien un jour qui l'a tué à décrocher. Quand il arrivait au village, la morue était partie. Mais le chien l'avait laissée parce qu'il ne pouvait pas la bouffer, elle était trop salée.
Des histoires de cette veine, Tina en entend chaque semaine. Mardi, elle reviendra. Les clients l'attendent déjà. Direction le bord de la mer maintenant, avec les traditions sur le littoral. Chaque région a ses bateaux, a ses propres traditions. Dans le Pas-de-Calais, il en est une qui est en train de disparaître. Celle que l'on perpétue à bord d'un bateau particulièrement attachant, le flobard. Sur cette côte du Pas-de-Calais, le relief n'offre pas d'abri naturel et les bateaux de pêche n'ont d'autre ressource que de se réfugier dans les rues des villages côtiers. Une pêche sans port et pourtant le poisson arrive, et ceci grâce à un type particulier d'embarcation qui permet de partir et de revenir par la plage. Le flobard, inséparable de son tracteur, était encore récemment l'instrument privilégié de ces pêcheurs du Boulonnais. Aujourd'hui, à part quelques irréductibles, ce canot creux à fond plat s'est transformé en décoration urbaine. Francis Poulain est l'un des derniers à pratiquer cette pêche artisanale. 17 ans de mer, dont 14 à son compte, il emmène chaque jour son flobard sur cette plage du Grinet. La mise à l'eau est devenue au fil des temps un rite, autrefois poussé par l'homme sur des planches vernissées. Le flobard est aujourd'hui accompagné par le tracteur. Plus facile certes, mais la manœuvre est toujours délicate par mauvais temps. J'aime bien travailler seul. Je ne veux pas dire que je suis solitaire, mais j'aime bien être au calme et tout. J'ai pris une habitude, c'est tout. Quand je rentre à terre, j'aime bien avoir du monde. Ce type de pêche est avant tout une pêche côtière. Sans instrument à bord, sans radio, le flobard ne peut s'aventurer très loin, surtout quand on est à proximité du trafic de la mer du Nord. Alors que la plupart de ses collègues ont choisi la pêche au filet, Francis, lui, s'est spécialisé dans les crabes et les homards. Disons que pour un petit bateau comme ça, qu'on ne peut pas se permettre de travailler l'hiver, il est préférable de faire une bonne saison l'été, quoi. Donc comme il y a que le crustacé qui marche le plus dans le coin, bon, c'est idéal pour nous quoi, de faire ce métier, quoi. Après avoir relevé tous les casiers d'une filière, une quinzaine en général, il faut les vider en effectuant un tri. Poissons et crabes diminuant chaque année dans le secteur, il faut prendre de plus en plus petits et toucher malheureusement à la reproduction. Donc on démarre sur un crabe qui fait à peu près 400 grammes. L'opération suivante consiste à remettre des appâts dans chaque casier et à rejeter ensuite la filière. Une opération délicate qui demande une attention extrême, surtout quand on est seul à bord. Un accident est vite arrivé. Oui, c'est très dangereux. C'est un travail qui n'est même pas fait pour ainsi dire pour un bonhomme tout seul. Mais voilà, on n'a pas toujours le choix vis-à-vis des charges qu'on a à payer, tout ça. On ne trouve plus beaucoup de personnes qui veulent faire ce métier-là. Un autre incident courant survient lorsque les casiers restent accrochés au fond. Bien sûr, pour Francis, il est préférable d'avoir un collègue qui travaille dans les environs. Mais la solidarité nécessaire entre gens de mer a quand même ses limites. Et voilà, le secret est là, puisque quand on trouve des places qu'on pêche bien, je pense qu'on ne peut pas aller s'en vanter, quoi. En une matinée, Francis va remonter, vider et remettre à la mer 200 casiers. En moyenne par saison, ce sont 700 kilos de crustacés qui sont ainsi remontés chaque semaine. On va dire que c'est moyen. Pour un professionnel qui a l'habitude de travailler avec le matériel qu'il a, ça pourrait être mieux. On reste à peu près stable des deux côtés, niveau production et niveau commerce, puisque ça baisse d'un côté comme de l'autre. Au début du siècle, plus de 200 flobards sillonnaient la côte. Aujourd'hui, entre les communes d'Audrecel et de 800, ils ne sont plus que 6 pêcheurs professionnels. Le récent plan Mélic, qui offre une prime de 110 000 francs pour désarmer les flobards, a incité certains à acheter un plus gros bateau et d'autres à arrêter tout simplement. Pourtant, j'ai bien du mal, mais j'aime trop le métier pour dire d'arrêter. Maintenant, une coutume du Vendredi Saint qui nous vient du Moyen-Âge. En Alsace, les enfants de la commune de Kinsheim remplacent les cloches parties pour Rome
par des crécelles. Et vous allez voir que cela commence très tôt le matin. D'abord, ce n'est qu'une rumeur dans le petit matin. Le jour vient à peine de se lever, il est 6 heures, et la petite troupe descend les rues du village. Kinsheim est une des dernières communes de France où subsiste cette tradition millénaire qui se transmet de génération en génération. En fait, c'est une tradition qui date du Moyen-Âge. Comme les cloches sont parties à Rome, les gens ne peuvent plus se réveiller avec les cloches pour aller prier. Donc les garçons partent dans le village avec les crécelles et vont réveiller les gens. Le matin pour réveiller les gens, à midi pour leur dire qu'il est midi, et puis le soir pour leur dire qu'il est l'heure de se coucher. Les crécelles font partie du patrimoine local et de l'héritage familial. Elles se transmettent presque toujours de père en fils. Le petit Cédric qui a parlé en premier, son instrument c'est le mien. Et moi je l'ai reçu de mon frère aîné, et lui il l'a reçu de mon père l'a reçu de son grand-père. On ne sait pas qui l'a fabriqué. Comme vous avez vu, ce n'est que les garçons qui font ça. En principe, c'est les servants de messe qui s'en chargeaient, mais chez nous à Kinsheim, c'est tout le village, tous les garçons du village qui le font. Doucement, au passage du cortège, le village s'éveille. Demain, les enfants allumeront un grand feu pour brûler la sorcière, symbole du mal. Ils feront ensuite un nouveau tour des quartiers pour vendre des œufs cette fois, et ils reviendront l'année prochaine en attendant de transmettre leurs crécelles à leurs enfants. Puisqu'on parle de tradition, il y en avait une qui consistait à mettre de l'huile de noix dans sa salade. Certains le font encore, et sans doute plus qu'ailleurs en Auvergne, où fonctionnent toujours des huileries artisanales. Pour 1 litre d'huile naturelle, il faut 10 kg de noix. Il faut bien sûr un moulin avec une roue à aube. Regardez, écoutez bien ces bruits, ils viennent d'un autre âge, il ne vous manque que l'odeur. Caché dans un repli de terrain, le moulin des Fourniers et ses 2 roues. Elle tourne depuis 120 ans. Claudia Fournier, maîtresse des lieux, sait reconnaître à l'oreille la moindre anomalie dans le ronron des paliers et des engrenages. 35 ans durant, aux côtés de Georges, son époux, elle a moulu le blé. Ces 2 roues superposées qui tournent, là, c'est très rare. Quand il y avait mon mari, tout ça, il y avait beaucoup de monde, ça tournait jour et nuit. Il laissait tourner la nuit. Alors il fallait se lever, bien sûr, pour aller faire une visite de temps en temps, pour se rendre compte si tout allait bien. C'était plein de vie. Aujourd'hui, plus de grains à moudre. Reste le moulin à huile de noix, le dernier de la région. Aux alentours, voici venu le temps où, à la veillée, on casse les noix de la dernière récolte. Il faut faire sécher les noix, les laisser finir de mûrir dans la coquille. Allô, c'est M. Fournier? Les gens téléphonent pour demander si on fait toujours. Et on leur donne un rendez-vous, ils nous disent la quantité qu'ils ont de cerneaux. Et il reste le temps de la fabrication. Il y en a beaucoup qui viennent depuis longtemps, qui sont fidèles. Alors, le moment venu, Claudia ouvre les vannes et règle le débit de l'eau. Son moulin n'ira ni trop vite ni trop fort. Aujourd'hui, c'est Bernard, le fils, chaudronnier de profession, qui a repris les gestes séculaires de maître huilier. Grâce à lui, la vieille machine ignore l'usure du temps. Les engrenages, bon, j'entretiens, chez tout le monde entretient. Bon, si je vois une dent défectueuse à la maille, bon, je prends un bout de bois, j'en taille une. Puis j'ai un menuisier, bon, j'ai un menuisier qui est capable de me faire une poulie sur demande. Il n'y a pas de problème. Je mets aucun produit, uniquement de l'eau, je chauffe au bois. Et je fais de la vapeur avec l'eau. Et je regarde pas la montre, je le fais au coup d'œil, je le fais cuire au coup d'œil. Je ne peux pas travailler la montre. Ah, ça c'est bon. Et c'est encore meilleur si la récolte est petite. Les clients qui ont un noyer, qui ramassent, bon, mettons, qui ont 2-3 kilos de cerneaux, qui s'en vont avec un litre d'huile, ils sont vraiment contents. Et c'est la leur. Après le broyage et la cuisson dans le vaste chaudron, le pressage. Lentement, le compresseur remplit son office. Les vérins disparaissent dans leur logement, 100 tonnes de pression. Fasciné, Antoine voit jaillir son huile, brune, à peine translucide, très odorante.
Émotion. Pourtant, Antoine connaît, pendant 45 ans, il a été meunier. Eh bien, j'avais été bien malade. La première fois que je suis retourné dans mon moulin, j'ai pleuré. On avait beaucoup de gens qui venaient nous voir, vous comprenez. Ils apportaient leurs grains pour le moudre. Alors, et puis s'il y avait des filles qui ne savaient pas quoi faire par là, dans les environs, elles venaient me voir. Qu'est-ce que vous faisiez avec? Eh bien, vous voyez bien ce qu'on peut faire avec une fille de son âge. Vous y avez passé, vous aussi. Pour s'offrir un grand bol d'air, rien de tel que de se balader sur les plages lors des grandes marées. Et à marée basse, c'est préférable. Une multitude de pêcheurs à pied se livrent à leur occupation favorite, grand bain d'iode à Locmaria-Ker dans le Morbihan. Les pierres plates et les pierres droites du dolmen à Locmaria-Ker en ont vu passer depuis 5000 ans. Des marées basses, des marées hautes, marées d'équinoxe et marées de conquête, où la plage devient un gisement. Alors, qu'est-ce que tu as attrapé? Des bigorneaux. L'afflux des pêcheurs à pied les jours de grande marée risque, si l'on ne prend aucune précaution, de perturber le milieu. À Locmaria-Ker, une association essaie de conseiller les gens. Bon, là, je pêche la praire comme un professionnel, c'est-à-dire professionnel et écologiste en même temps, sans détruire le fond, la flore et la faune. Tenez, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Le caillou a été retourné, l'algue est en dessous, je vais le remettre à poste. Voici. Autre conseil, savoir relâcher les coquillages et les crustacés trop petits. Et ces règles simples n'empêchent pas d'apprécier à fond les plaisirs d'une grande marée. C'est le mot qu'il y a? Hein? Il y en a peu, hein? Ça vous plaît? Bien sûr, c'est très bien. Et c'est une petite sortie? Mais, on mangeait des moules? Des moules. Il y en a beaucoup? Je sais pas, mais c'est lourd. Hein. C'est pas tout de les ramasser, mais il faut les ramener. C'est pas le tout de s'amuser. Il faut parfois aussi batailler fer. Je vais voir s'il y en a un dedans, ce n'est pas certain, mais enfin, je vais bien voir. Ah, si, il est là. Il faut que je puisse le décoller. Ah, le salaud, il est coincé à l'intérieur. Cette fois, peut-être... Non. Un effort, que diable. Allez, viens par ici. Le voilà. Là, le tourteau. Il est bon, celui-là? Ah, il est bon. Celui-là, il est bon. Prochaine étape du plaisir, la dégustation. La grande marée offre une belle balade et la promesse d'un bon repas. Étrilles, praires, huîtres, palourdes, bigorneaux ou congres. C'est bon à manger? Ah oui, oui. Vous allez préparer ça comment? En matelote. C'est pour lui qu'on est venu en fait, c'est pas pour nous. Et alors il va manger des palourdes? Ouais, dans le biberon. Oui. Dans le biberon, vous les mettez? Dans le biberon, alors on les mélange avec le lait, on les écrase un peu et puis ils adorent ça. Et gare à ne pas trop s'attarder. Le flot arrive vite. L'eau remonte, elle bouscule les senteurs d'algues et de goémons, les parfums de cette plage où la mer s'est retirée sur 1,5 km, où la mer revient. Quand on reçoit des invités de marque dans tous les pays du monde, on sort, on présente ce qu'on a de plus beau, de plus prestigieux. En France, c'est souvent la garde républicaine. Elle ouvre traditionnellement tous les défilés du 14 juillet et elle est née sous Napoléon. Créée à la fin de l'ère napoléonienne avec des gendarmes, vétérans de la campagne d'Espagne, la garde républicaine est aujourd'hui forte de 3000 hommes. 2 régiments d'infanterie, un escadron motocycliste et un régiment de cavalerie, la dernière unité montée de l'armée française. Cantonnée dans plusieurs casernes à Paris, la garde républicaine a pour mission d'assurer la sécurité et les honneurs dus aux hautes autorités de l'État et à leurs invités. Très sollicité, le régiment de cavalerie est de toutes les visites officielles importantes, un monde à part où tout tourne autour du cheval. Celui qui n'aime pas le cheval ne reste pas longtemps chez nous. Il vient, il regarde, il s'aperçoit qu'on est toujours derrière eux, on est 24 heures avec eux. Alors s'il n'aime pas ça, il fait 2-3 ans, il s'en va. Celui qui aime ça, après, il fait toute sa vie, toute sa carrière. La passion du cheval est tellement forte à la garde républicaine que rien de ce qui le touche n'est confié à des soins extérieurs.
Tout est fait dans l'enceinte de la caserne par des gardes républicains. Lorsque le cheval arrive, on choisit le fer qui correspond à la pointure du cheval, et ensuite il reste à ajuster le fer au pied du cheval, et non pas le contraire. Là pour nous la nuance est très importante. Ici, on fait du sur-mesure à l'ancienne. Le fer est forgé à partir d'une barre de métal à 3 marteaux. Les 550 chevaux de la caserne sont referrés tous les 40 jours, autant dire que la forge ne s'arrête jamais. Côté santé, même autonomie, la caserne dispose d'une salle d'opération et de plusieurs vétérinaires. Ils sont très surveillés, les chevaux, ici? Ah oui, extrêmement surveillés, hein, tant à l'infirmerie que dans les écuries, puisque même durant la nuit, hein, il y a des gardes d'écurie qui tournent dans les écuries toutes les heures. Les préparatifs aux escortes d'honneur sont longs et minutieux. Pochoir en damier pour la croupe, cirage de sabots réglementaires et harnachement des grands jours. Fleuron du régiment, la fanfare, toujours en tête des cortèges. Elle fait le ravissement du public, pas toujours celui des chevaux. Pour la reine, la garde a sorti le grand jeu, sans fausse note. La reine d'Angleterre à Paris, c'était en 1992. On va partir maintenant vers un petit paradis assez peu connu, comme il y en a tant en France, la vallée de la Dordogne, qui traverse un petit morceau de la Corrèze. La vallée de la Dordogne traverse 3 départements avant de se jeter dans la Garonne. La partie corrézienne n'est plus navigable en raison de ses multiples barrages, mais par petits circuits, il est encore possible d'y faire de belles promenades. À Spontour, par exemple, où l'on a remis au goût du jour pour le plus grand plaisir des touristes un vieux moyen de transport commercial, la gabarre. Depuis le XVIe siècle, précisément, les gabarres ont alimenté le vignoble bordelais tout le long de la Dordogne. Et c'était leur principal travail. Lorsqu'elles arrivaient à destination, à Libourne, à Castillon-la-Bataille, à Bergerac, elles étaient détruites. Et elles étaient vendues comme bois de chauffage avec le reste du chargement. Une gabarre ne remontait jamais, ne servait qu'une seule fois et était plus considérée comme un emballage flottant que comme une véritable embarcation. La goberne, c'est ce gouvernail qui pèse 200 kilos. Pour les besoins touristiques, l'emballage flottant s'est motorisé et remonte aujourd'hui le courant pour faire revivre pendant quelques heures l'histoire de la vallée. Les gabariers ont laissé leur empreinte dans toute la région. Ils ont encore leur quai à Argentat et dans plusieurs villages, on a donné leur nom à des auberges ou à des rues. La vallée de la Dordogne est aussi très belle vue d'en dessous, en descendant